Ce que m'ont dit les Français, c'est le nouveau livre de Christophe Barbier avec Cyril Hanouna, publié donc ce mercredi aux éditions Fayard. Un livre qui retrace le vécu de l'animateur de C8 au cours du quinquennat d'Emmanuel Macron, de la crise des Gilets jaunes à la crise sanitaire en passant par les violences policières. Cyril Hanouna raconte à Christophe Barbier comment il a endossé le rôle de médiateur entre ses téléspectateurs et les politiques. On va en parler et pour en parler justement, nous accueillons l'éditorialiste et journaliste sur Radio J, notamment Christophe Barbier. Bonjour. Bonjour Ilana. Ou plutôt rebonjour. On se voit tous les jours maintenant et c'est un plaisir. Et c'est un vrai plaisir. Alors j'ai lu ce livre qui commence par votre propos, votre préface, ce qui vous a donné envie justement d'aider Cyril Hanouna. Et c'est vrai qu'on a envie de comprendre tout d'abord ce que représente pour vous Cyril, que vous décrivez par ailleurs comme un humaniste. Et qu'est-ce qui vous a donné justement envie d'écrire ce livre avec lui ? Je le connais depuis un certain nombre d'années. J'avais tout de suite vu quand je suis allé une première fois de son émission il y a longtemps qu'il y avait quand même deux Cyril Hanouna. Celui du plateau, le showman avec un instinct incroyable, un sens de la repartie, mais aussi un art du dérapage parce que ça part en live, comme disent les jeunes, souvent sur son plateau. C'est son principe d'émission. Mais derrière ça, je voyais aussi un homme à scrupules, un homme qui s'interroge sur ce qu'il fait, un homme qui veut que après l'émission, il y ait quelque chose, qu'il y ait une sorte de droit de suite pour les débats qu'il a enflammés ou les personnages qu'il a reçus, que ça s'arrête pas là. Et j'ai trouvé, en le retrouvant ces derniers temps, qu'il y avait aussi une maturité qui venait chez lui. Il a eu 47 ans il y a quelques jours, il a évolué. Il se rend bien compte que pour garder ses auditeurs, ses fanzouz, il faut faire mûrir, il faut faire grandir l'émission. Et puis, il a été profondément changé par les Gilets jaunes. Oui. Voilà, les Gilets jaunes, il est le premier à les repérer comme un phénomène vraiment profond. Il les invite, il participe de leur médiatisation et ça lui fait changer sa vision de la société. Alors justement, on va en parler des Gilets jaunes. Avant d'aborder les questions politiques, j'aimerais qu'on parle vraiment de la personne. D'abord, Cyril Hanouna, une des plus belles ascensions télévisuelles finalement ces dernières années. Et pour cause, on remarque avant tout dans ce livre, c'est cette obsession qu'il a pour les chiffres, pour les audiences. Il regarde tout, il le dit sur Twitter dans la journée, ce qui est en top tweet, ce qui est susceptible de faire parler, de faire scandale. C'est ça son moteur en fait. Bien sûr, c'est ça son moteur, c'est ça son guide. Il a un flair extraordinaire, mais les réseaux sociaux, c'est le monde souterrain dans lequel il plonge un peu ses antennes. Il met au début d'après-midi les sujets du soir sur les réseaux sociaux en fonction de ce qui buzz. Il change son menu ou pas. Parfois, à la dernière minute, il peut changer un sujet. En rentrant sur le plateau, il peut changer à l'instinct. Il suit en direct pendant son émission les audiences pour voir s'il faut changer de sujet, décrocher. C'est vraiment de la télé ultra directe, ultra vivante. Et ça a des limites, bien sûr, parce que c'est se mettre en contact avec la loi de la demande. Et puis, ça a aussi un grand avantage, c'est qu'il ne se déconnecte jamais de cette France qui, sans lui, ne serait que sur les réseaux sociaux. Parce que l'avantage des émissions de Cyril Hanouna, c'est que ça amène dans un débat public contradictoire des gens qui sinon seraient en boucle sur leur Facebook ou sur leur WhatsApp ou sur leur TikTok et qui ne verraient pas le monde extérieur. Donc quelque part, il les rattache encore au monde dans lequel nous évoluons, le monde de la discussion plus ou moins rationnelle. Alors, deuxième point du livre, c'est cette volonté de faire le lien entre des gens qui ne sont absolument d'accord sur rien, pas aux opposés, on peut le dire. Sa philosophie, c'est on ne règle pas les problèmes en restant dans l'entre-soi. C'est ce qu'il écrit. Lui, ce qu'il veut, c'est écrit, c'est que ces plateaux soient le grand chaudron, je cite, où se mélangent et bouillonnent toutes les France d'aujourd'hui. Oui, il veut être ce grand chaudron, il veut en être le médiateur. Et il est persuadé qu'il y a toujours quelque chose de positif à ressortir de la confrontation de deux personnes qui se détestent. Et qu'après l'émission, elles se détesteront sans doute encore. Elles n'auront pas changé d'avis. Mais elles se seront parlées, elles se seront vues physiquement. 2, il n'y a pas que le plateau, il y a le maquillage avant, il y a le café après. Donc les gens peuvent commencer à discuter. Apaiser un petit peu les choses. Ouais. Apaiser ou au moins mettre en contact et qu'un policier avec un jeune victime de violences policières qui échangent leur 06, c'est le début de la paix civile. Il y a de l'idéalisme derrière ça. Moi, je ne suis pas en accord avec 100% de cette philosophie. Je pense que parfois, il faut justement pas accepter de débattre avec des ennemis parce que en acceptant de débattre, ils veulent simplement vous circonvenir et vous dominer. Je suis un peu plus cynique que lui. Ouais. Lui, il est vraiment idéaliste. Il est persuadé que la médiation est toujours en démocratie une raison d'espérer. Oui, c'est ce qu'il dit. Leur donner la parole donc à ces personnes un petit peu borderline sans jamais cautionner aucun de leurs dérapages, qu'ils soient antisémites ou autres, c'est lancer un processus de réappropriation de la chose publique et ce processus débouche sur quelque chose de positif. Selon lui, c'est la pensée profonde de Cyril Hanouna et pourtant il l'a dit hier, je crois, sur RTL, il y a une personne qu'il n'invitera jamais, c'est Dieudonné. Oui, parce que là, il considère que c'est irrécupérable. Il considère que certains ont franchi une limite. Je pense aussi à ceux qui seraient dans une violence terroriste ou une violence criminelle absolue. Quand il sent que la cause est perdue, il lâche prise là-dessus. Par exemple,
il devait inviter Papacito, le rappeur très polémique avant l'été. Il l'a pas fait parce qu'il n'arrivait pas à mettre en face quelqu'un à la hauteur. Donc quand il n'arrive pas à établir une contradiction efficace, eh bien il renonce. Et sur Dieudonné, il a raison, c'est irrécupérable. Alors, vous avez parlé, Christophe, de la crise des Gilets jaunes dès le début de novembre 2018, donc 2 mois après le lancement d'ailleurs de son émission Balance ton poste, déjà très politique. C'est vrai qu'on se souvient de ces images, je me souviens de ces images devant le studio de Boulogne, où il y a tous ces Gilets jaunes qui sont venus lui dire « Cyril, on a besoin de toi pour s'exprimer sur ton plateau, etc. » Et le lendemain, il fait une émission spéciale. C'est quand même assez incroyable. Il répond vraiment à une demande extérieure. Il y a de l'audace, il y a du culot là-dessus. Il y a aussi 2 autres choses. C'est le fait qu'il est en empathie. Donc quand des gens viennent devant le studio, des infirmières, des gens en colère, il écoute, il se dit il y a quelque chose à en faire. C'est un peu mon devoir. Je ne peux pas simplement signer des autographes et leur dire au revoir. Donc il y a ça. Et puis là aussi, il y a l'audience. Et cette émission spéciale, elle fait un carton. Donc il se dit, j'ai dépassé... Et c'est le premier surtout. C'est le premier. J'ai dépassé mon auditorat classique. Il y a une France derrière ces gilets jaunes. Voilà. C'est pas seulement une petite fièvre sur les ronds-points avec un sympathique déguisement. C'est plus profond. Et il le comprend avant les autres médias. Il le comprend avant les politiques. Et il va rester fidèle aux gilets jaunes jusqu'à aujourd'hui. Il me racontait que parfois il appelle des rédactions dans son entourage en disant mais vous devriez inviter les gilets jaunes, ils n'ont plus la parole. On lui dit écoute, c'est plus à la mode, il y a autre chose, il y a l'épidémie. Il sent que les Gilets jaunes ont été abandonnés par ceux qui ont fait de l'audience avec et il veut leur rester fidèle. Alors, il donne la parole aux Gilets jaunes, il est empathique, mais il doit aussi parfois recadrer des comportements un petit peu déviants, un petit peu extrêmes de certains de ses invités. Par exemple, il parle de Maxime Nicole dans plusieurs pages de ce livre. Maxime Nicole, donc un Gilet jaune qui a un petit peu dérivé vers le complotisme. Assez vite. Ouais, donc lui, il en parle. D'autres personnes aussi ont été reprises, notamment, je pense à celui qui avait fait une quenelle, Patrick Bélier, sur son plateau. Là, il le vire du plateau immédiatement. Donc voilà. Le début de sa médiation, c'est aussi intervenir quand il y a des dérapages ou qu'il y a du pugilat. Ça marche pas toujours. Parfois, il peut se faire dominer, déborder, mais il considère qu'il est là aussi parfois pour dire non. Évidemment, c'est difficile. Une fois que vous avez lâché les fauves dans l'arène, c'est difficile de leur dire de ne pas mordre. Bon, c'est le début et c'est à la fois la limite de cette position. Alors, Hanouna showman, Hanouna pro de l'audience, mais c'est aussi, semble-t-il, un fin conseiller, puisqu'il le dit. Ben voilà, j'ai conseillé tel gilet jaune d'être moins agressif, j'ai conseillé telle personne de faire les choses plutôt comme ça. Quand Franck Dubosc, par exemple, s'est fait enguirlander sur les réseaux sociaux, je l'ai convaincu de venir s'expliquer pour que les choses s'apaisent. Et ça a marché. Cyril Hanouna s'attribue beaucoup de mérite. Oui, bien sûr. Il dit aussi qu'il a fait changer Jean Messia du Rassemblement National. Et c'est vrai que Jean Messia a quitté le Rassemblement National, Front National avant. Alors, est-ce qu'il l'a affaibli ou pas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, il s'attribue ces mérites-là. Il a au moins la vertu d'avoir parler avec ces gens-là, de leur avoir tendu la main quand ça allait pas pour eux, de les avoir recadrés quand ils en faisaient trop. Il a au moins tenté quelque chose. Après, l'influence, elle est à ce niveau-là. Elle va pas plus loin. On dit beaucoup que Macron l'écoute. Non, Macron parle à Cyril Hanouna parce que Cyril Hanouna est écouté de Français que Macron ne rencontre jamais. C'est les Français très jeunes, c'est les Français des réseaux sociaux. Donc, contre la tour d'ivoire de l'Élysée, eh bien, le SOS de Macron, c'est Cyril, qu'est-ce qui se passe dans la vraie planète? Et d'ailleurs, il y a une anecdote assez amusante avec Emmanuel Macron. Avant qu'Emmanuel Macron soit élu, apparemment, il a demandé un selfie à Cyril Hanouna et Cyril ne l'a pas reconnu, ne savait pas qui c'était. Et pourtant, il était ministre de l'économie depuis quelques temps, mais il le connaissait pas. C'est faux. C'était pas trop son truc, les finances de la France et la loi travail. Et donc, il a donné un selfie à ce jeune homme. Il n'a pas voulu lui donner son portable quand même pour lui envoyer la photo. Il lui a donné son mail. Et quand ses collaborateurs ont vu ça, ils lui ont dit mais c'est Macron, c'est le ministre de l'économie. Donc, vous voyez, c'est pour ceux qui pensent que Cyril Hanouna veut, en entrant dans l'intimité de Macron, faire une carrière politique, c'est pas ça du tout. Alors très vite, on aborde donc la question politique dans TPMP, dans BTP, Balance ton poste. On le disait, donc Hanouna va faire corps avec la politique et on gravit un échelon lors de cette émission spéciale, le grand débat avec Marlène Schiappa, le 25 janvier 2019. Là, on peut le dire, c'est le début d'un nouveau chapitre pour Cyril Hanouna. Ah oui, bien sûr. Après avoir fait une émission Télé People il y a 15 ans, après avoir fait une émission Débat de société, il doit faire, il considère que c'est son devoir, une émission politique. Pour intéresser à la politique des gens qui sont débranchés, notamment des jeunes, et puis pour obliger les politiques à venir parler autrement de sujets différents avec des vrais Français sur le plateau. Quand ils viennent sur mon plateau, ils savent bien qu'ils ne trouveront pas l'ambiance d'un JT de 20h ou de 7 sur 7 jadis avec Anne Sinclair en pull mohair. Oui, c'est pas les codes de cette télévision-là, c'est pas les codes des 20h, c'est pas les codes des éditorialistes politiques. Ça veut pas dire que tout ça est inutile. Il en faut des émissions comme ça, structurées. Mais il faut aussi des émissions
surprise, spontanée. TF1 l'a fait quand ils ont fait Face aux Français dans la campagne présidentielle de 2007. Donc, et ça a profité aux candidats qui étaient en compétition. Cyril Hanouna veut faire la même chose cette année avec une émission plus franche, plus directe, de plein pied avec les Français. Ah, c'est sûr, ça ne sera pas le grand oral de l'ENA. Ça sera autre chose. Si ça peut amener 200 000, 300 000, 18, 25 ans à voter alors qu'ils ne voulaient pas le faire, ça sera bon pour la démocratie. Et puis Cyril Hanouna donne son point de vue sur les politiques. Par exemple, il parle de Marlène Schiappa. Elle est excellente, elle a un incroyable talent. Et selon lui, Marlène Schiappa, comme Roselyne Bachelot, elle va terminer la télévision. Oui, il pense qu'il fait partie de cette génération où la carrière publique continuera après la carrière politique. Il faut dire aussi que Marlène Schiappa, la première fois, l'a convoqué. Parce qu'il y avait eu un dérapage homophobe dans une émission, ça avait fait une tempête, et elle, ministre de l'égalité, l'avait convoqué. Et là, il y a eu une belle rencontre parce que Marlène Schiappa lui a dit: un jour j'ai été hospitalisée, et ce qui m'a fait tenir, ce qui m'a redonné le moral, c'est tous les soirs de vous regarder. Donc il y a une correspondance, il y a une connexion entre cette femme qui fait de la politique différemment des autres quand même, et qui s'est imposée dans la Macronie, et Cyril Hanouna. Et on se rend compte de l'écart aussi, puisqu'on a souvent l'impression, et je pense que même Cyril Hanouna lui-même au début de sa carrière pense qu'il est méprisé, qu'il était méprisé peut-être par les politiques. Oui. On voit finalement que absolument pas. Absolument pas. Et puis les macronistes, est-ce qu'ils ont des élus locaux? Non. Est-ce que leur parti a irradié le pays? Non. Comment toucher les Français? En allant dans des émissions de ce type. Donc, Gabriel Attal, Mounir Majoubi, Marlène Schiappa sont devenus des fidèles de cette émission et ne doivent pas s'en plaindre. Il y en a un qui a compris ça très vite aussi, c'est Jean-Luc Mélenchon. Bien sûr. Qui est devenu aussi un des piliers politiques de cette émission. Alors, Cyril Hanouna donne aussi son avis contre le racisme. Par exemple, il parle des discriminations, il parle des femmes voilées, il parle de Mila, qu'il appelle sa petite sœur. Oui, il a un rapport avec Mila qui est complexe. Je ne suis pas d'accord avec ce que il dit que la jeunesse ne va pas bien, notamment. Oh oui, la jeunesse ne va pas bien, c'est évident. Mais par rapport à Mila, il est dans une position du oui mais. C'est-à-dire oui, elle a le droit au blasphème, mais il fallait faire attention, fallait regretter, fallait reculer, etc. Et moi, je suis sur une position beaucoup plus de principe. C'est oui, on a droit au blasphème, point barre. Il n'y a pas de mais. Si vous commencez à avoir des mais avec les intolérants, ils vous mangent le doigt, ils vous mangent le bras, ils vous mangent entièrement. Et donc, je ne suis pas sur la position de Cyril, on a un désaccord là-dessus. Mais s'il a cette position, c'est pas du tout parce qu'il est avec les islamistes ou avec les ennemis de Mila. C'est parce qu'il veut à tout prix lui sauver sa jeunesse. C'est son bon cœur qui fait qu'il n'a pas du tout envie de voir la jeunesse de Mila détruite et que pour qu'elle ait une vie normale, il lui propose une issue de secours. Alors moi, je pense qu'il a politiquement tort, mais je dois reconnaître qu'il a humainement et affectivement peut-être raison. Alors, juste peut-être une petite question sur le monde extérieur, sur la scène internationale. On voit qu'aussi Cyril Hanouna étend son regard à Ouïghour, Amérique, Donald Trump. Il a d'ailleurs animé une émission spéciale, je crois, sur Donald Trump. Et puis, il a pris récemment la parole sur le cas de Fabien Azoulay, qui était enfermé en Turquie. D'ailleurs, sa famille l'a remercié pour ça. Oui, tout à fait. Il a fait venir l'ambassadeur, qui est un ambassadeur jeune, moderne, qui était un camarade de Macron à l'ENA. Il s'est passé quelque chose dans cette émission. Le bras de fer Turquie-France s'est joué un peu là. Cyril Hanouna a failli y aller, après aller en Turquie, demander à être reçu par Erdogan. Il l'a pas fait, il a eu raison. Ça aurait été une provocation pour les Turcs de faire une émission comme ça délocalisée. Le résultat, c'est qu'il a été libéré, il a été renvoyé en France, plus tôt sans doute que prévu. Et donc Cyril Hanouna a dû apporter quand même sa pierre à cela. Après, sur la géopolitique, il y va en marchant sur des œufs parce que c'est pas son rayon. Trump, il a commencé par faire du show satirique sur lui. Il s'est rendu compte après que c'était sérieux. Et c'est quand le Capitole est attaqué que là, Cyril Hanouna se dit: il faut que je fasse des émissions sérieuses sur ça parce que ça peut nous arriver chez nous. Donc c'est son prochain palier, si j'ose dire. Là, il va faire de la politique française avec la présidentielle. Oui, justement, c'était ma dernière question. Justement, quelles sont les ambitions, peut-être rapidement, Christophe, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Quelles sont les ambitions aujourd'hui de Cyril Hanouna? J'ai lu notamment qu'il veut faire une émission spéciale en prison avec Éric Dupond-Moretti. Oui, il est très attaché aux taulards, il correspond avec eux, il veut vraiment prendre soin d'eux. Il recycle aussi des anciens taulards dans ses émissions, il les fait travailler. Et il y aura cette émission. Il faut la monter, ça serait important. Et puis, il veut monter cette émission, c'est déjà à vous de voter, où les présidentiables vont venir se confronter à un panel de Français qui donneront leur avis de manière très tranchée, avec un buzzer pour dire oui ou non. Et après, l'homme politique s'expliquera sur sa jonction ou sa disjonction avec cet auditorat. Cyril Hanouna avec Christophe Barbier, ce que m'ont dit les Français, publié aux éditions Fayard. Merci beaucoup, Christophe. Merci beaucoup, et à demain. À demain matin.